Veillée étrangère. Le 22 février 1947. Il est 19 heures passées et le détroit de Malacca baigne dans une chaleur lourde, immobile. À bord du Silver Star, le radio de bord Jan Streber ajuste ses écouteurs. Dehors, les eaux sont noires comme de l'encre et la nuit tombe d'un coup, comme toujours sous ces latitudes. Jan est en train de noter des relevés météo quand le signal arrive. Un crépitement d'abord, long et rugueux, comme une voix qui sort d'une gorge desséchée. Puis les mots, bas, hachés, articulés avec les dernières forces d'un homme qui sait qu'il est en train de mourir. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts. Ils gisent dans la timonerie et dans la salle des cartes. Jean se redresse lentement. Il retire ses écouteurs une seconde, juste pour vérifier qu'il est bien éveillé, puis les remet. Les membres de l'équipage se trouvent dans la cale et dans les chaufferies. Peut-être seuls encore en vie. Une pause, longue, interminable. Puis dans un dernier souffle, on les parasite. Je meurs. Et le silence. Jeanne reste figé, les mains sur les commandes radio, incapable de bouger. Autour de lui, la mer est parfaitement calme. Rien ne bouge. Seulement le ronronnement sourd du moteur et le clapotis de l'eau contre la coque. Il appelle son capitaine. En moins d'une heure, le Silver Star met cap sur les coordonnées d'où le signal avait jailli. Quelque part dans l'obscurité du détroit, entre Sumatra et la péninsule malaise, un navire dérivait, silencieux, sans lumière, sans réponse aux signaux. Ils le trouvèrent à l'aube. Le navire, Ourang Medan, lisait-on sur la coque rouillée, flottait en pleine dérive, pont désert, hublot obscur, aucun signal de fumée, aucune réponse aux ailements, rien que le bruit du vent dans les cordages et ce silence particulier qui n'appartient qu'aux endroits où quelque chose de mauvais vient de se produire. Les hommes du Silver Star montèrent à bord avec prudence, lampe à la main, le cœur serré d'un pressentiment qu'aucun d'eux n'aurait pu nommer. Ce qu'ils trouvèrent, ils n'auraient jamais pu l'inventer. Sur le pont de navigation, le capitaine était affalé en arrière dans son fauteuil, les yeux grands ouverts, le visage contracté dans une expression de terreur absolue. Son bras droit était tendu devant lui, raide, tendu comme celui d'un homme qui désigne quelque chose avec la dernière énergie de son être. Quelque chose que les secouristes, eux, ne voyaient pas. Les officiers étaient morts à leur poste, les mécaniciens dans la cale, les cuisiniers dans les cuisines, tout dans des positions similaires, corps tordus, bouche entr'ouverte, regard vitreux tourné vers un point invisible, quelque part au-delà des parois du navire, ou peut-être en dehors du monde des vivants. Ces hommes ont l'air d'avoir vu l'enfer, dit l'un des secouristes à voix basse. Personne ne répondit. Même le chien du bord, un petit terrier brun que le cuisinier avait adopté à Singapour, était mort, les crocs découverts, figés dans un grognement que la mort avait interrompu à mi-course. Les animaux ne mentent pas sur ce qu'ils ont perçu. Seul le radio de bord était en place devant son poste de transmission. C'est lui qui avait émis le message. Ses mains reposaient encore sur le manipulateur. Son visage, comme celui de tous les autres, regardait quelque chose que les vivants ne pouvaient pas voir. Les secouristes préparèrent des câbles de remorquage. Ils allaient ramener ce navire au port. Ils allaient enfin comprendre. Mais l'Ourang Medan ne se laisserait pas emmener. Un grondement sourd monta des entrailles du navire. Puis une fumée noire et épaisse commença à s'échapper des écoutilles, âcre, poisseuse, comme si quelque chose brûlait depuis l'intérieur, depuis très profondément. Avant que les hommes du Silver Star aient eu le temps de couper les câbles et de reculer, une explosion déchira l'Ourang Medan de part en part, si violente qu'elle fut entendue à plusieurs milles à la ronde, si totale qu'elle projeta des débris à la surface dans un rayon de 200 mètres. Le navire coula en quelques minutes, et avec lui tout espoir de réponse. Ourang Medan signifie en malais « l'homme de Médan ». Medan étant une ville côtière du nord de Sumatra, en Indonésie. Le navire aurait été immatriculé sous pavillon panaméen, selon certaines sources, sous pavillon hollandais, selon d'autres. Mais voilà le problème central, celui que les chercheurs se sont transmis pendant des décennies.
Aucune archive maritime, aucun registre portuaire, aucun document officiel n'a jamais pu confirmer l'existence du navire. L'histoire est apparue pour la première fois dans la presse italienne en 1940, puis en Angleterre la même année. Elle a ressurgi en 1948 dans des comptes rendus maritimes, puis à nouveau en 1952 dans un périodique hollandais spécialisé. À chaque résurgence, les détails varient légèrement. La date change, les coordonnées bougent du détroit de Malacca aux îles Marshall ou aux îles Salomon. Les noms des navires de secours diffèrent. Les enquêteurs les plus sérieux ont cherché pendant des années. L'Ourang Medan n'apparaît dans aucun registre de Lloyd's de Londres, la référence mondiale de l'assurance maritime. L'administration panaméenne n'en a nulle trace. Les archives néerlandaises des Indes orientales, pourtant remarquablement précises pour l'époque, restent muettes. Le navire n'existait peut-être pas, ou peut-être existait-il sous une autre identité. Un bâtiment fantôme, naviguant sous de faux papiers, transportant ce qu'aucun capitaine raisonnable n'aurait pu déclarer officiellement à l'entrée d'un port. Voici ce que les spécialistes des mystères maritimes ont avancé comme explication. Elle est brutale, simple et peut-être trop humaine. Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, le détroit de Malacca était une route de contrebande très active. Surplus militaires, arsenaux japonais démontés, armes démobilisées, produits chimiques de guerre récupérés dans des dépôts abandonnés à travers toute l'Asie, tout cela circulait discrètement, à bord de navires sans nom qui changeaient de pavillon comme on change de chemise. Des équipages discrets, des capitaines qui posaient peu de questions et des cargaisons dont personne ne réclamait la responsabilité si quelque chose tournait mal. L'Ourang Medan aurait transporté un chargement de cyanure de potassium et de nitrogène, peut-être mélangé à des agents chimiques de guerre de fabrication japonaise. Stocké dans la cale, exposé à la chaleur tropicale et à l'humidité du détroit, ces produits instables auraient commencé à se dégrader. Des émanations toxiques, inodores, invisibles, auraient envahi les espaces fermés du navire par le bas, remontant lentement vers les ponts. Les hommes seraient morts en quelques minutes à peine, sans comprendre ce qui leur arrivait. La terreur inscrite sur leur visage, ce n'était pas la vision d'une créature, c'était l'asphyxie chimique, fulgurante, qui contracte les muscles faciaux en une grimace que la rigidité cadavérique fige pour l'éternité. Le bras tendu du capitaine, un spasme musculaire de l'agonie, rien de plus. Quant à l'explosion, les produits instables en contact avec la chaleur accumulée dans la cale, ou peut-être une flamme accidentelle d'un secouriste dans un espace dont personne ne connaissait le contenu, l'issue était inévitable. C'est une explication propre, logique, documentée dans d'autres catastrophes maritimes de l'époque. Sauf qu'elle ne répond pas à tout. Elle n'explique pas pourquoi le radio a eu le temps de transmettre un message cohérent, puis de mourir à son poste, les mains sur le manipulateur. Un gaz neurotoxique n'attend pas que vous finissiez votre phrase. Elle n'explique pas le chien, qui ne respirait pas les mêmes niveaux de ventilation que les hommes et qui est mort dans la même posture de panique ultime. Et surtout un break that needs to point till du Capien. Les vieilles légendes de Malacca ont leur propre version de l'histoire. Ces eaux ne sont jamais vraiment vides, disent les pêcheurs des villages côtiers de Sumatra. Certains points précis du détroit, là où les courants s'opposent, là où les profondeurs varient brutalement, sont des seuils. Des endroits où le monde des vivants et celui des noyés se frôlent de si près que la frontière entre les deux devient perméable. Les marins malais les appellent Pintu Hantu, les portes des fantômes. Ceux qui ont le malheur de s'y arrêter, même brièvement, parfois voient des choses. Des formes dans l'eau, juste sous la surface, des silhouettes sur le pont au petit matin, qui disparaissent quand on lève les yeux. Des voix dans le poste radio, des voix qui parlent dans des langues que personne ne reconnaît et qui se taisent dès qu'on répond. Les hommes de l'Ourang Medan, dit la légende, ont eu le malheur de jeter l'ancre dans une de ces zones, un soir sans lune. Peut-être que leur chargement maudit les avait attirés là, peut-être que c'est le hasard. Mais quelque chose, cette nuit-là, est monté à bord par les flancs du navire.
quelque chose qui n'avait ni visage lisible, ni intention que nous puissions comprendre. Et tous ces hommes ont regardé la même direction au moment de mourir. Il n'existe pas de rituel de protection officiel contre ce que l'Ourang Medan aurait rencontré. Mais les pêcheurs des côtes de Sumatra et de la péninsule malaise ont leurs règles, celles qu'on ne met pas dans les livres, celles qu'on transmet à voix basse, de père en fils, sur les quais. On ne siffle jamais sur un bateau la nuit, le sifflement attire les esprits errants des noyés. On ne prononce pas le nom des morts en pleine mer, surtout pas dans un endroit que l'on ne connaît pas. On ne répond jamais à une voix qui parle dans un poste radio éteint. Et si votre radio capte une transmission que vous n'attendiez pas, une voix qui vous parle de corps dans des pièces fermées, d'hommes qui meurent les uns après les autres, vous raccrochez les écouteurs. Vous n'essayez pas de trouver d'où ça vient, parce que certaines portes ne s'ouvrent que d'un côté. L'Ourang Medan nous rappelle quelque chose que la modernité a tendance à effacer. Il y a des morts qui ignorent qu'ils le sont. Et il y a d'autres choses, plus anciennes, plus étranges, qui n'ont jamais été vivantes pour commencer. Ce que le capitaine désignait de son bras tendu dans ces dernières secondes, nous ne le saurons jamais. Le feu a tout consumé, la mer a tout recouvert. La vérité repose quelque part au fond du détroit de Malacca, sous des dizaines de mètres d'eau noire et chaude, là où les courants ne montent plus rien à la surface. Je suis Damien Black. Vous écoutez Veillées étrangères. La prochaine fois, nous partirons vers les hauteurs glacées des Andes pour y rencontrer une créature qui n'a pas besoin de courir pour rattraper sa proie, parce qu'elle vous suit depuis longtemps déjà, sans que vous vous en soyez jamais aperçu. Dormez avec les lumières allumées ce soir. Les portes des fantômes ne ferment jamais vraiment à clé. Veillées étrangères.